Alors, je ne cherche pas à faire une définition de designer parce que je pense que vous êtes au meilleur endroit pour vous faire votre propre idée, votre propre définition de ce qu'est un designer. J'ai juste pris Wikipédia parce que voilà, je pense que c'est une source que vous utilisez toutes et tous. Bon, il y a un certain nombre de mots-clés. J'espère que vous n'allez pas contredire Wikipédia. Mais dans le principe, donc c'est la création d'un projet en vue de la réalisation de la production d'un objet. Donc bien sûr, il y a la création, mais il y a quand même une notion de production également qui apparaît. Et c'est à la croisée de l'art, bon, du dessin, de la création, disons, d'une certaine technique et bien sûr de besoins que sont ceux de la société. À vocation industrielle ou commerciale. Donc là, effectivement, c'est des termes qui sont très importants, à mon sens, du moins dans ce qu'on fait, puisque ça s'inscrit toujours dans une demande marketing à l'origine, et donc on doit à la fois satisfaire des besoins industriels et des besoins commerciaux. Le but premier du design est d'inventer, d'améliorer et de faciliter l'usage ou le processus d'un élément ayant à interagir avec un produit ou un service matériel ou virtuel. Donc c'est répondre à des besoins, trouver des solutions innovantes, résoudre des problèmes, inventer de nouvelles possibilités pour améliorer la vie des hommes. Et puis bon, effectivement, ils évoquent la dimension plus humanitaire du design, qui est effectivement une autre branche, mais qui a exactement les mêmes finalités. Elle est bien sûr pas commerciale pour le coup, mais on a effectivement quand même toujours des solutions à trouver et trouver des nouvelles possibilités en vue de satisfaire des besoins et mettre l'homme au centre de ce travail. Et puis il y a un mot qui est assez intéressant dans Wikipédia, c'est quand même la dimension pluridisciplinarité, qui là en l'occurrence, j'espère que j'arriverai à vous prouver que dans le monde de la mode et du luxe, c'est vraiment nécessaire. Je reprends encore l'exemple avec le styliste. Je pense qu'il y a des interactions avec les autres métiers qui sont très importantes. Et le rôle du designer, vraiment, c'est de conjuguer toutes ces compétences et de faire en sorte qu'on peut être à la fois créatif, mais on peut aussi, bien sûr, faire que le produit soit viable, puisse être produit et puisse être vendu. Alors, le mode et luxe entré dans l'ère industrielle, donc il y a eu, à un moment donné, il y a quand même eu le besoin pour la mode et le luxe de rentrer dans l'ère industrielle, notamment la réalité des marchés et l'essor nécessaire de certaines marques ont poussé justement à rentrer dans cette ère industrielle. Donc la notion d'industrialisation commence à arriver. La notion d'industrialisation commence à rentrer dans cet univers. Donc très brièvement, parce qu'il ne s'agit pas de faire l'histoire de la mode et du luxe, j'en serais bien incapable, je ne connais pas non plus totalement les différentes étapes. Mais disons qu'en gros, quand même, ce qui a marqué, c'est quand le monde est sorti de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, il y a eu un progrès social, bien sûr, des libertés individuelles, et surtout, les gens se sont rencontrés ils se sont rendus compte que de nouveau, ils pouvaient faire des choses, que la guerre était finie, que donc ils se sont ouverts à des nouvelles formes de consommation. La mode, bien sûr, elle fait écho à l'émancipation des femmes. Et donc, vous avez toute une frange de la population qui s'est encore plus intéressée à tout ça. Et donc, la mode devient clairement un enjeu tant esthétique que politique, social et économique. Et bien sûr, un certain nombre de produits qui sont dérivés vraiment de cet univers qui était résolument luxe au tout début, parce que tout ce qui est cosmétique, parfum, le prêt-à-porter,
il découle quand même de grandes maisons et de couture, etc., qui n'étaient pas du tout abordables pour l'ensemble de la population à l'origine. Donc tout ça, les accessoires de mode également, ça se démocratise et ça révolutionne quand même la consommation de l'ensemble de la population. Et donc voilà, tout ça, ça fait face aussi à la mondialisation, à une consommation plus importante et donc à une nécessité de produire à plus grande échelle. Donc rapidement, l'évolution de la création, on peut la résumer assez brièvement comme ça. 50-60, on a donc la liberté retrouvée de consommer, donc on a un certain nombre de personnes qui s'ouvrent, encore une fois, près d'apporter aux accessoires, à la cosmétique, aux parfums, etc. Les années 70, c'est plus une époque hédoniste et de contestation. Les années 80, on a un peu plus une période quand même avec les Golden Boys, etc., où on a un style assez différent, une consommation très importante, une autre façon de consommer. Et puis après, on arrive sur les années 90, où on a un certain retour à l'authenticité, mais c'est aussi une période qui est très marquée par les licences. Donc j'aurai, je pense, l'occasion d'en parler un peu plus tard, où là, effectivement, ça peut être perçu comme une démocratisation de ces marques de luxe notamment, mais ça a plutôt eu l'effet inverse, parce que la licence, souvent, a été quand même très néfaste pour un certain nombre de maisons, qui ont dû après arrêter ce processus, parce qu'elles n'avaient plus de contrôle justement sur ces produits-là, et l'image véhiculée n'était pas forcément celle qu'ils souhaitaient. Donc c'était vraiment une démarche qui était purement mercantile à l'origine, mais qui a eu des effets très négatifs sur les images. Là, actuellement, on peut dire que depuis quand même les années 2000, on est toujours dans une dynamique de diversification, sachant qu'effectivement, maintenant, on est quand même dans un contexte où ce sont plutôt des grands groupes du luxe qui possèdent tout. Donc effectivement, il y a une diversification du portfolio de marques et une diversification du portfolio de produits. Toujours qui s'inscrit dans une entrée dans l'ère industrielle, une nécessité de conquérir des marchés, avec quand même le paradoxe pour le luxe qu'on veut rester inaccessible, mais en même temps on veut quand même vendre plus. Donc c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qui est facile à faire sans que ça paraisse trop, ostentatoire. On préfère multiplier marques que l'on possède au sein d'un groupe que vraiment donner accès à tout le monde par exemple une multiplication du nombre de boutiques ou alors donner accès à des produits qui sont à un prix de vente plus bas. Donc une politique de diversification et de déclinaison efficace repose sur un degré d'invention des collections et des produits qui peuvent d'ailleurs paraître totalement nouveaux, bien que parfois ils ne le soient pas tant que ça. Donc là, dans le luxe, on parlait de pérennité, etc. C'est vraiment réinterpréter l'ADN et le patrimoine d'une maison et d'en faire un produit nouveau. Souvent, les nouveautés sont pas si nombreuses que ça dans les maisons de luxe parce que justement, ça s'inscrit toujours dans une démarche pérenne. Toujours pas de questions ? Oui. Ok, la question piège. Après, je ne connais pas forcément les chiffres de vente, etc. Mais de toute façon, effectivement, l'innovation est toujours au cœur de ces marques-là. Mais trouver l'équilibre entre, c'est ce qu'on avait j'avais évoqué un tout petit peu avant, c'est trouver l'équilibre entre les nouvelles technologies et ce patrimoine ancien. Et effectivement, je ne sais pas trop quoi dire de plus, c'est juste que
effectivement, je pense que ces maisons-là sont toujours confrontées à des marques qui vont être plus innovantes, mais qui ne vont pas forcément véhiculer la même image. Parce que le luxe, c'est toujours la dimension de patrimoine et de perdurer une image. Et voilà, je pense qu'il y a différentes manettes et différentes façons de faire. Je pense que l'innovation des marques de luxe, elle a été à l'origine, vraiment. Et ça a créé la marque. Voilà, il faut prendre je sais pas, comme exemple, Louis Vuitton, quand il crée sa marque, il révolutionne quand même le monde du voyage. Et c'est cette idée-là qui perdure. Après, bien sûr, eux, ils ont plus apporté d'autres choses dans le milieu de la mode, mais plus pour l'image. Après, l'innovation, elle ne doit pas se voir tant que ça dans ces marques-là. C'est plus dans le travail au quotidien, comment améliorer les choses. C'est pour ça que j'évoquais aussi certains produits qui peuvent paraître, qui ne sont pas si nouveaux que ça, esthétiquement, parce qu'ils font toujours appel à cet ADN très ancien, mais en même temps, on parle d'horlogerie, bien sûr, il y a des innovations, mais elles ne sont pas forcément toujours visibles. Après, il y a d'autres marques qui se prétendent de luxe ou qui peuvent l'être dans les faits, mais qui quand même n'ont pas de cette histoire-là, qui vont introduire des produits très très innovants, très chers, et qui vont véhiculer cette dimension de luxe. Mais à mon sens, le luxe, c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans le temps. Et on ne peut pas s'autoproclamer marque de luxe. C'est ce que je voulais dire. Ça, c'est un débat c'est assez ouvert comme question. Moi, je ne peux pas dire qu'on ne peut pas être une marque de luxe si on n'a pas d'histoire. Mais quand même, si on n'a pas d'histoire, il faut se la créer, ou du moins, elle va venir avec les années. Je pense que encore une fois, c'est difficile de dire, aujourd'hui, je crée une marque de luxe, je suis luxe. C'est pas aussi évident que ça, parce que face à vous, vous avez quand même des marques qui ont été créées en 1895, par exemple, dans mon cas, ou même avant. Donc, effectivement, il y a eu un certain nombre il y a eu un passé, il y a eu des époques, il y a des icônes, Grace Kelly, des gens comme ça qui ont porté ces produits, qui ont véhiculé une image. Donc, je pense que voilà, c'est ça qui est très difficile à déterminer. Mais si on se réfère quand même à la définition d'une marque de luxe, effectivement, il y a une vraie dimension de patrimoine et d'histoire, à mon sens. Prendre un micro parce qu'on ne vous entend pas quand on dit que le luxe, on différencie une marque de luxe d'une autre marque par son histoire, c'est plus pour moi au savoir-faire qu'il y a derrière. Donc forcément il y a un savoir qui s'est acquis au fur et à mesure de l'histoire et du temps, plus que le fait que ce soit, même si ça compte inconsciemment dans notre vision de la marque, que ce soit un tel ou un tel qui ait été l'égérie ou non de cette marque. Je pense que c'est plus le savoir-faire, comme vous disiez au début avec l'exemple de la maroquinerie, sans savoir forcément que des icônes ont porté ce sac. On va forcément savoir qu'un sac italien, c'est gage de qualité, de luxe, de raffinement, et ça se retransmet plus au travers du savoir-faire et de la valeur ajoutée de la marque qui l'a fait tomber dans le luxe, plus que dans une autre marque qui peut aussi faire des sacs, mais qui n'a pas un savoir-faire si précis et si abouti. Oui, c'est vrai, mais encore une fois, je pense que ça rejoint quand même aussi ces questions-là. Une marque de luxe peut se targuer d'être une marque de luxe si elle conjugue tous les éléments. Et c'est ça qui fait que c'est compliqué. C'est une histoire, c'est une qualité, bien sûr, c'est un artisanat, c'est des savoir-faire très anciens. On parle de maroquinerie, moi c'est un domaine que je connais plus particulièrement, mais il faut voir que dans des usines même très modernes, de marques que vous connaissez, etc., vous avez des outils qui sont très très anciens. Parce que justement, le lieu, la chaîne de production peut être très moderne, correspondre aux critères d'aujourd'hui,
Et en même temps, vous allez avoir des marteaux, un certain nombre d'outils qui sont utiles à ces métiers-là, qui sont très anciens. Et voilà, je pense que le challenge, c'est de concilier les nouvelles technologies avec ce passé. Mais c'est vraiment ce que le luxe est capable de faire. Ça me fait penser par exemple il y a un certain nombre de marques qui ne veulent pas s'ouvrir à certaines technologies ou à certaines nouvelles façons de faire que sont la vente par internet ou ce genre de choses, parce que ça ne correspond pas à leur image. Pourtant, aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est pas un outil moderne. Tout ce qui est internet, etc., ça fait quand même un certain nombre d'années que voilà, c'est quand même utilisé par la plupart des consommateurs, etc. Mais voilà, il y a clairement ce distinguo entre une marque qui a un passé, qui a une histoire à respecter, et une marque qui va aller à fond sur l'innovation et qui peut-être va se prétendre marque de luxe. Mais finalement, pour quelle raison? Parce qu'elle est innovante, certes, parce qu'elle vend des produits chers, ça ne suffit pas. Mais voilà, c'est vraiment, encore une fois, c'est la combinaison de tous ces facteurs, généralement, qui définit le luxe. Ouais. Ça répond à votre question? Oui? Question, non? Non. Alors, du coup, je reviens par là. Donc, alors justement, ça rejoint un petit peu quand même la même chose. On peut parler de démocratisation et de sacralisation, parce que donc, tout ce que j'ai évoqué sur le fait que le luxe à l'origine, c'est quand même perçu comme quelque chose d'assez élitiste. Et ça, quelque part, ça doit le rester, puisque c'est un produit de luxe et on ne veut pas que ça soit accessible à tout le monde. Et en même temps, il faut, il y a la loi du marché et il y a une démarche clairement mercantile, et donc il faut vendre. Donc, en l'occurrence, mode et luxe s'est rendu accessible par le prêt-à-porter. J'ai évoqué une licence. La licence existe toujours, bien entendu, mais elle a eu une période qui a été assez néfaste il y a quelques temps. L'accessoire, maintenant il est beaucoup plus facile pour la plupart des gens d'acheter un accessoire ou un produit maroquinerie, par exemple un sac. Je pense que les demoiselles ont toutes eu envie d'un sac de grande marque. C'est cher, mais c'est vrai que ça peut vous faire quand même un certain nombre d'années. Alors je finis juste ça, après je vous donne le micro. Et puis le prêt-à-porter, encore une fois, c'est ce qui permet c'est ce qui fait écho à la couture à l'origine et qui a ouvert les habits au plus grand nombre. Vous vouliez intervenir peut-être sur non? Alors une licence, je pensais que vous voyez ce que c'est. Bon, en fait, c'est par exemple, pour vous donner un exemple concret, il y a par exemple Pierre Cardin, que vous devez connaître. À l'origine, c'est un couturier qui est beaucoup plus centré sur la haute couture à l'origine, et qui a en fait vendu son nom pour que des gens utilisent son nom, par exemple, pour faire des chemises pour hommes ou du parfum, des choses comme ça. Donc en fait, c'est vraiment vendre votre nom pour en faire un usage, l'appliquer sur d'autres produits. Souvent, c'est quand même encore une fois une démarche, ça permet de vendre beaucoup, des produits plus accessibles, donc c'est distribué un petit peu, en fait vous perdez le contrôle surtout, bien sûr sur votre nom quelque part, parce qu'il peut être mis sur des produits qui ne vous correspondent pas du tout, et il peut être vendu également dans des lieux qui ne correspondent pas, dans des lieux touristiques ou des choses qui peut-être ne reflètent pas l'image que vous voulez donner de votre marque. Ça, c'est en gros, pour simplifier, mais c'est une licence. Sinon, si on reste, bien sûr, on a toujours la dimension élitiste du luxe, c'est ce qui son image. Et donc là, on a des choses différentes, mais la haute couture, bien sûr, existe toujours. Elle a de belles années devant elle. La notion de personnalisation qui est devenue assez importante et qui a tendance à se... Oh, oui.
ça a tendance à se développer. On a tout ce qui est édition limitée, ce genre de choses également. Alors, une question, je pense qu'on ne fera pas forcément tout le tour ce soir, mais voilà, encore une fois, comment le luxe, qui a quand même cette dimension d'héritage, enfin cette notion d'héritage de patrimoine, est-ce que c'est un territoire qui est vraiment inaccessible à l'industrialisation? Donc moi, je tente à penser que non. Donc, voilà, pour résumer, voir un petit peu les choses qui peuvent être en paradoxe. Le luxe, je pense que vous allez peut-être me rejoindre quand même là-dessus, c'est la préciosité des matériaux et de la fabrication. Donc on l'a évoqué, c'est une relative rareté. Alors pourquoi relative? Parce que, par exemple, il faut savoir que Hermès, voilà, on sait qu'Hermès est en grande forme actuellement, finalement, acquise à assez peu atteint Hermès, enfin, c'est l'impression qu'on a de l'extérieur, et Hermès pourrait encore aller mieux si Hermès voulait vraiment satisfaire toute la demande, parce qu'en fait vous avez des listes d'attente pour de très nombreux produits chez Hermès, notamment les sacs, donc voilà, ils sont assez satisfaits de cette liste d'attente. Parce que finalement, on pourrait trouver, on pourrait employer plus de gens, on pourrait former plus de gens pour faire ces produits de grande qualité et en vendre davantage. Mais voilà, il faut trouver l'équilibre entre vendre pour pouvoir perdurer et en même temps garder une certaine pénurie. Ensuite, c'est quand même la personnalisation de l'objet et du service. On est toujours le luxe, il y a une vraie dimension de service. Les boutiques, si les boutiques de luxe sont voilà, accueillantes, si le personnel parle plusieurs langues, etc., quand on vous propose souvent un verre de champagne ou du thé, du café, quand vous allez juste à la boutique, c'est aussi parce que le service est très important. Il faut se sentir spécial quand on est dans une maison, enfin dans une boutique de luxe. On l'a déjà évoqué, héritage et savoir-faire. Il y a une identification et une préférence identitaire, ça on l'a également évoqué rapidement. Encore une fois, quand on est fabriqué en France, quand on est fabriqué en Italie pour la maroquinerie, quand on a Paris qui associe son nom, New York, etc. Effectivement, les gens souvent, soit parce qu'ils sont de la même nationalité, ils se sentent plus proches de cette marque parce que ça parle de la même culture, du même patrimoine, soit encore une fois, c'est parce que l'Italie évoque un savoir-faire, une qualité ou ce genre de choses. Fidélisation de la clientèle, bon ça c'est vrai également pour toutes les autres marques. Alors, donc les enjeux, c'est bien sûr cultiver, faire perdurer l'héritage et le respecter. C'est satisfaire les attentes des consommateurs et notamment de la fidèle clientèle. C'est moderniser les produits et l'offre. Là, on l'a également évoqué rapidement, c'est trouver cet équilibre entre artisanat et industrie. Et puis, bon, après le reste, on l'a également évoqué, satisfaire une demande tout en préservant une relative rareté. Et voilà, faciliter l'accessibilité, mais pas trop. Donc, rapidement, quel est le rôle du designer? Et j'espère qu'avec la dimension justement d'industrie, voilà, ça évoque, je parlais de styliste et designer précédemment, je pense que le designer il a un rôle très important à jouer parce qu'il a également cette dimension industrielle à apporter. Donc bien sûr ces missions, c'est créé, je pense que ça vous le savez tous, c'est pour ça que vous êtes ici. C'est respecter l'héritage de la marque, c'est se référer au patrimoine, au savoir-faire, équilibrer l'innovation avec ce savoir-faire, mais également avec la commercialité, puisqu'il y a toujours cette dimension à ne pas oublier. Voilà, le designer a son bagage technique qui lui permet
de discuter avec les artisans, d'amener des nouvelles, des solutions innovantes aussi, vous en avez parlé. Donc voilà, c'est amener sa connaissance et aussi tout ce il peut ressentir venant d'autres milieux et il va le confronter à l'artisanat. Souvent, voilà, les artisans, c'est des gens qui ont une connaissance très importante et qui ont aussi finalement qui sont nécessairement moins ouverts à l'innovation. Donc je pense que le rôle du designer il est déterminant parce que il peut amener des solutions techniques, il peut amener des solutions en vue d'industrialisation. Donc c'est vraiment du dialogue, c'est chercher ensemble, c'est rebondir, c'est concilier tout ça. Proposer des solutions industrielles, donc ça je l'ai dit. Et voilà, concilier, il y a toujours la notion de qualité, et en même temps, il faut que le produit soit rentable. Donc voilà, ça c'est toujours pareil, mais c'est une notion bien sûr qui est primordiale, parce que vous pouvez faire un produit très beau, très rare, très précieux, mais qui finalement peut avoir ses limites d'un point de vue commercial. Les finalités de la création, c'est quand même quelque chose qui est généralisable. C'est valoriser un ADN de marque, donc c'est encore plus fort dans le luxe parce que quand on design du Louis Vuitton, il faut que ça se voit, que ça se ressente, que le client perçoive tout de suite le produit comme un produit Louis Vuitton. Ensuite, il faut raconter une histoire. Je pense que ça c'est primordial et faire rêver bien sûr découle de cette histoire. Si on raconte une histoire qui n'est pas très séduisante, forcément on n'a pas fait son travail du tout même. Et puis après c'est toujours pareil, il faut que ça s'inscrive toujours dans une commercialité. Donc on fait des produits qui vont être vendus. Et donc voilà, il faut qu'ils répondent à cette demande. Et il véhicule, dans le monde du luxe c'est encore plus vrai, la mode bien sûr, il véhicule une image. Donc parfois dans la mode on veut véhiculer une image un peu plus dérangeante, ça peut arriver, parce que généralement ça crée un buzz et ça marche pas mal en ce moment, ce genre de choses. Après bien sûr dans le luxe au contraire, on va toujours véhiculer une image très positive et qui fait souvent référence au passé ou du moins aux icônes de la marque. Donc voilà, c'est juste un petit aperçu de cet univers-là. Des questions supplémentaires, donc je vous invite à me questionner si vous êtes intéressé. Si vous avez, c'est des choses que bien sûr j'ai pas tout abordé, c'est juste un petit aperçu de l'univers et de la confrontation quand même du designer industriel avec cet univers-là. Mais je vous invite à m'interroger.